Les Exceptionnels, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les Exceptionnels a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin à l'important, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein, c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. Nadia a 40 ans et c'est une enfant du Sud. Elle aime sa région, elle aime son terroir et bien sûr, elle aime sa gastronomie. Car la gastronomie est une affaire importante dans la famille Samut. On connaît évidemment le prénom de sa mère, Reine, qui offre la fameuse étoile Michelin au restaurant L'Auberge La Fenière. Avec un tel héritage, elle aurait pu décider de suivre un parcours académique dans les grandes écoles hôtelières. Mais Nadia vit depuis l'enfance avec une maladie qui l'incite à explorer de nouvelles voies et à développer sa vision de la gastronomie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours qui a amené Nadia Samut à la tête de l'Auberge La Fenière et aux commandes de l'Institut Cuisine Libre. Dans les exceptionnels, nous recevons donc aujourd'hui Nadia Samut, directrice générale et chef de cuisine de l'Auberge La Fenière. Elle est aussi fondatrice de l'Institut Cuisine Libre. Donc bonjour Nadia. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Les Exceptionnels. Donc Les Exceptionnels, c'est le podcast qui présente des femmes entrepreneurs de la région Sud qui travaillent dans des métiers qui sont dits des métiers d'hommes. Ça fait sourire. Alors tout d'abord, merci Nadia d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté aussi de partager ton expérience. Surtout, alors on le fait dans des circonstances qui sont un peu particulières puisque on s'enregistre, on se parle à distance. Donc merci beaucoup Nadia. Merci à vous surtout de m'inviter. Eh bien, avec plaisir. Alors, pour commencer cette interview, je vais te proposer tout simplement de te présenter. Eh bien, comme tu l'as dit il y a quelques secondes, je suis chef d'entreprise et je suis surtout au départ la fille de mes parents qui sont Reine et Guy Samut, qui tiennent l'Auberge La Fenière depuis 44 ans dans le Luberon, en Provence justement. Ma mère Reine est chef de cuisine depuis 44 ans et moi j'ai 40 ans presque cette année d'ailleurs. Je suis malade cœliaque, intolérante au gluten depuis la naissance. Avec une maladie auto-immune et des problématiques de santé assez importantes. Et j'ai décidé dans ma vie de créer des entreprises qui prenaient en compte complètement ma problématique pour en créer des solutions positives, mettant l'alimentation au centre de la vie et au centre des relations et au centre du respect et de la conscience alimentaire. Et j'en ai créé effectivement plusieurs entreprises. D'abord, j'ai repris l'établissement familial de l'Auberge La Fenière qui se trouve à Cadenet. J'ai également créé un institut de recherche et de formation qu'on appelle l'Institut Cuisine Libre parce que mon projet s'appelle la cuisine libre, une cuisine libre de tout dictat et surtout libre de gluten puisque ma problématique est là. Et enfin, j'en ai créé aussi un atelier de production de meunerie, de boulangerie et de pâtisserie qui inclut un travail agricole très très fort sur le territoire de la région Sud, puisque je n'utilise essentiellement que des produits issus de travail agricole de la région. Et cette entreprise s'appelle Commensal, qui rappelle la commensalité et le partage, mais qui rappelle aussi le nom des confréries d'agriculteurs dans le Luberon. Voilà. Alors, on voit qu'il n'y a pas un projet avec toi, Nadia, mais il y a plusieurs projets qui sont très complémentaires et qui se sont construits, on va dire, au fur et à mesure de ta carrière. Alors, cette carrière, est-ce que tu as commencé par des études hôtelières pour arriver là, ou est-ce qu'il y a eu un parcours qui était... quel était en fait ton parcours tout simplement d'études, ton parcours scolaire ?
Alors, j'ai un parcours scolaire scientifique. J'étais effectivement prédisposée à faire d'abord de la médecine, comme ma mère, mais j'ai raté mon concours. Et comme je dis, avec ma mère, on soigne d'une autre façon peut-être. Ensuite, j'ai fait des études de biochimie à la fac. D'ailleurs de Aix-Marseille, par passion pour la chimie et pour la biologie que j'ai toujours et qui me servent au quotidien dans mon travail. Donc oui, je pense que je me suis formée sur le terrain de tout. Je n'ai pas fait d'études gastronomiques, culinaires ou d'école hôtelière. D'abord, parce que quand on est enfant de restaurateur, on a l'impression de faire ça depuis qu'on est né. En tout cas, pour moi et pour ma sœur et moi, on a toujours vécu ça comme ça. Et c'est vrai que pour nous, le service, c'est inné. On a passé notre enfance à attendre à côté du passe-plat et à servir quand on le pouvait, un verre, une assiette, etc. Puis après, on a grandi, donc on a pris des responsabilités dans les établissements familiaux. Et ensuite, disons que j'ai appris sur le terrain ce que j'avais envie d'apprendre. Et au centre de tout ça, il y avait toujours l'hospitalité, l'envie de faire plaisir, l'envie d'apporter un peu plus de moi-même, je crois, aux personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Donc j'ai commencé par une agence de voyage autour de la gastronomie dans le monde qui s'appelait Travel Food et que j'ai ouvert en 2004 à peu près. Avec ma sœur d'ailleurs, Julia Samut. Et on a créé cette agence parce que nous, ce qui nous passionnait et ce qu'on faisait avec nos parents, c'était de voyager autour de goûts et de rencontrer les gens qui faisaient leur région, leur ville, au travers du goût qu'ils avaient envie de transmettre. Et souvent, on nous demandait nos adresses et les endroits où on allait. Et un jour, on s'est dit, c'est plus possible, il faut vraiment qu'on crée ça parce qu'on a envie, par-dessus tout, de faire plaisir aux gens et de les amener dans la simplicité, la réalité et les endroits où les gens font de belles choses aussi. Et donc, on a tenu cette agence jusqu'en 2009. Et en 2009, j'ai eu des problèmes de santé assez importants qui m'ont alité pendant presque 2 ans et qui étaient liés à ma maladie cœliaque, mais qu'on connaissait très mal à l'époque, il y a 40 ans. Donc, j'ai pas été... disons qu'on avait un peu laissé de côté en pensant qu'elle était silencieuse, cette pathologie, mais en fait, elle ne l'était pas. Et du coup, à 30 ans, j'ai eu ce problème de santé qui m'a permis, quelque part, finalement, de me relever, parce qu'on dit que ce qui ne tue pas rend plus fort. Et je crois que c'était complètement ça dans ma tête. Et là encore, j'ai dû aller apprendre sur le terrain qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais créer mon projet. Avec abnégation, avec envie d'apprendre, puisque moi j'apprends tous les jours et c'est avec toutes ces connaissances, je dirais que j'ai construit les miennes. Je n'ai pas fait d'école de cuisine puisque je ne pouvais pas rentrer dans les cuisines étant donné qu'il y avait trop d'allergènes liés à ma maladie et je ne pouvais absolument pas y être, m'en rapprocher. Et du coup, j'ai créé mes techniques culinaires en fonction justement de mon ressenti. Tu as présenté tes entreprises comme étant des entreprises du Sud et tu as également évoqué l'agence Travel Food. Est-ce que justement pour Travel Food, toi, tu t'es inspiré en fait d'endroits où tu allais, tu as voyagé également dans le monde avant de créer cette agence, ou alors tu es resté ici et puis comment ça s'est passé pour toi? Parce que voilà, on est resté peut-être sur un ancrage dans le Sud. Est-ce que ça a toujours été le cas ou pas? Non, pas du tout. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. D'abord, je voyageais énormément avec mes parents. Puis ensuite, quand est arrivé, j'ai dû avoir 18, 19 ans. J'ai commencé à décider de vouloir partir à l'étranger, faire des études ailleurs. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir partir à New York à cette époque-là. J'avais à peu près 19 ans. Et je suis partie étudier là-bas plusieurs choses, puisqu'à l'université, là-bas, on peut choisir différentes matières. Donc, encore une fois, je faisais ce qui me plaisait. J'ai essayé d'étudier, de me cultiver de belles choses. Donc, non, je suis partie, oui, tout à fait. Ensuite, je suis allée à Barcelone. À Barcelone, j'avais même un commerce là-bas avec un ami de mon père autour, encore une fois, des métiers de bouche et de la cuisine. Et ensuite, oui, j'ai voyagé dans le monde entier. Je suis allée beaucoup au Brésil où j'ai participé à des projets d'entrepreneuriat social, de l'insertion des gens des favelas par la gastronomie, où j'ai accompagné à l'université des cours, des conférences, etc. Et puis, oui, le Japon, il y a beaucoup de destinations qui m'ont inspirée pour arriver là. Ensuite, Travel Food, c'était des voyages
qui amenait les gens dans le monde entier, puisqu'on avait des référents dans le monde entier, comme des journalistes, des gens qui pigeaient le voyage avec nous, des gens qu'on connaissait d'ailleurs, qui étaient dans notre environnement. Et également, c'était aussi des voyages qui étaient ultra locaux pour montrer notre région et notre belle région sous un regard autre, peut-être pas de consommation, mais de vie vraiment, et de se cultiver de ce que l'on fait. Ouais. Alors, il y a autre chose dans ce parcours qui m'interpelle, qui me marque, c'est que dans l'environnement familial, bien, il y a les parents qui ont le restaurant, et tu as évoqué le fait que Travel Food, tu l'as créé avec ta sœur. Quelle est, je sais pas, l'ambiance familiale, l'ambiance de travail familial, et comment ça se passe dans la famille Samut? On est une famille où on est 4, c'est-à-dire mon père, ma mère, ma sœur et moi, à la base. C'est une famille qui a beaucoup travaillé. Donc, comme nos parents travaillaient tout le temps, nous, on passait notre vie, on a passé beaucoup de temps ensemble, ma sœur et moi. On a une perception de la table comme un moment de fête de manière importante. Et on a aussi beaucoup de choses qui nous rassemblent et qui nous ressemblent. On pense des choses assez proches, donc c'est assez marrant. Et effectivement, notre première entreprise, on l'a créée ensemble et ça coulait de source pour nous parce qu'on avait cette même vision de l'envie du voyage, etc. Après, effectivement, ma sœur va être peut-être plus... elle était journaliste à la base, donc c'était pas forcément l'entrepreneuriat qui était sa passion. Et pourtant, elle a fait une entreprise géniale à Marseille qui est l'épicerie L'Idéal. Donc, en fait, on a toutes les deux tracé nos routes à partir de notre éducation familiale, qui est vraiment hyper importante pour nous, parce que c'est cette ambiance du cœur, cette ambiance du partage, cette ambiance vraiment famille, quoi. Nous, on a le même nom et on le porte avec les mêmes valeurs, quoi. Et aujourd'hui, je travaille avec mes parents, oui. Mon père et ma mère d'ailleurs, et j'ai mon compagnon Ernest qui est à mes côtés aussi, puisqu'on est associés dans nos entreprises, mais en même temps, on a des conseils de famille, pour se donner des coups de pouce, pour parler de nos projets, pour essayer de les valoriser ensemble, je crois. Et Travel Food, alors ce qu'on n'a pas évoqué, c'est ta première entreprise. Il y a eu le magasin à Barcelone, Ouais. mais donc disons que Travel Food, c'est le premier projet entrepreneurial, Oui. qui est par ailleurs aussi un projet d'assez grande ampleur, puisque tu t'adresses à des clients, à des gros clients, si je ne me trompe Oui. pas. Non. À quel âge tu as monté cette entreprise? Bon, j'avais 24 ans, 23 ans et demi. D'accord. Et du coup, ça a duré combien de temps, cette aventure Travel Food? Oh, ça a duré 5 ans et demi. Ça a duré 5 ans et demi, oui, jusqu'à ce que je la mette en silence, puisque j'étais malade et que j'avais envie de laisser du temps à ma vie pour choisir justement comment j'allais remonter la pente, rebondir, etc. J'avais plus, de toute façon, ma vie a complètement changé à partir de ce moment-là, donc il fallait aussi être dans le lâcher prise et savoir que les chemins allaient peut-être nous amener à autre chose. Mais finalement, du travel food, j'en fais autant, puisque j'ai la Fenière, c'est un outil touristique, et que j'y travaille tout le temps pour créer l'expérience de mon client, quoi. Donc, cette maladie qui est une maladie qui est liée à la façon dont on s'alimente, Oui. il y a un petit peu... J'imagine que ça ne doit pas être évident quand on est dans une famille de restaurateurs, d'amoureux de la gastronomie, d'avoir ce genre de maladie. Combien de temps tu dois mettre en pause, combien de temps tu dois te mettre toi en pause, et qu'est-ce qui se passe dans ta tête peut-être à ce moment-là? Alors, en plusieurs fois, je vais répondre. Donc, la première chose, c'est qu'au niveau familial, ça se passe bien, parce qu'on est une famille liée et qu'on ne va pas laisser une des personnes en marge, ça c'est clair. Par contre, pour moi, la table est un réel souci à ce moment-là. Ça ne l'est plus aujourd'hui, même jusqu'à mes 30 ans, la table était un problème,
parce que je pouvais pas manger la même chose que les autres, parce que je ressentais aussi des écœurements pour tout, parce que j'avais toujours mal au ventre quand je mangeais, parce que j'étais épuisée assez facilement et disons que j'avais aussi des problématiques de concentration, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, donc c'est génial. En revanche, les plats, ma mère faisait toujours attention de créer une assiette spécialement pour moi, pour me faire plaisir, en se disant qu'elle y mettait tout son amour. Et moi, ce que j'en retiens de ça, c'était que malgré tout, il y avait une exclusion particulière qui faisait que moi, j'avais un plat différent. Et c'est pour ça que j'ai créé tout mon projet autour de la cuisine libre et du partage, et de l'envie de partager cette expérience délicieuse au lieu d'en faire quelque chose de très particulier pour la personne malade. Donc, en fait, de tout mon parcours personnel, d'amour de ma famille et de mes parents, j'ai eu une réaction pour moi très personnelle et très positive, de dire en fait, moi, ce qui me plairait le plus, c'est que mon monde soit ouvert aux autres, puisque le monde des autres ne peut pas m'être ouvert. On s'était déjà parlé et tu m'avais aussi évoqué le fait que cette maladie, les médecins, le corps médical a dit pendant longtemps que ce n'en était pas une. Tu as dû aussi composer peut-être avec ça pendant un certain temps. Donc j'imagine aujourd'hui le fait que on assimile l'intolérance au gluten et l'intolérance au lactose comme étant des vraies problématiques médicales avec des solutions et des solutions qui ne soient pas juste des solutions contraintes, mais aussi des solutions plaisir. Ça ouvre de nouvelles portes certainement à beaucoup de monde. Ah ben je crois, enfin moi surtout le domaine médical, à l'époque peut-être qu'on n'avait pas autant de temps pour se rendre compte et pour chercher sur ces pathologies-là. Moi j'appelle même pas ça une pathologie, j'appelle ça un déséquilibre, et on doit tous tenter de rééquilibrer la machine en fait. Et c'est vrai que moi rééquilibrer la machine, ça se passait pas simplement par le fait de pas manger de gluten. C'est une réalité de devoir réfléchir au caractère sociologique de la table, à l'importance du partage, l'importance de ce qu'on fait derrière une table, de pouvoir se parler, de pouvoir partager un moment, partager le goût, etc., d'avoir des madeleines de Proust. Il y a beaucoup d'avoir une culture culinaire. Tout ça, en fait, on a l'impression qu'on ne l'a plus quand on est exclu de la table avec des ingrédients qui sont naturel entre guillemets d'utilisation. Je vais parler de la farine, du beurre, du sucre et du lait. Donc effectivement, ça peut être un problème, mais il ne faut pas que ça en soit un. Et moi, j'ai composé mon monde, entre guillemets, on dit toujours changer son monde pour changer celui des autres. Ben moi, j'ai changé mon monde pour qu'il soit avenant, ouvert, qui donne envie. Et le corps médical aujourd'hui, qui a fait de grandes avancées sur tout ça et qui connaît très bien la problématique, moi, on me fait intervenir dans des formations du corps médical, justement français, pour parler de cet accompagnement thérapeutique du patient, de cette importance du plaisir alimentaire, pour ne pas créer d'éviction négative ou d'exclusion, en fait, de la table. Et je suis sûre qu'il y a de nombreuses personnes qui en ont souffert. J'en ai souffert personnellement. Moi, je ne vais pas au restaurant. D'abord, je ne vais pas beaucoup au restaurant ou alors chez les gens que je connais bien parce que je n'ose pas embêter, en fait. Donc, j'imagine le nombre de personnes qui ont ce ressenti. Et c'est pareil quand on va chez des amis. Combien de fois on vous donne du riz blanc et une salade de fruits, quoi? Parce qu'en fait, on pense que tout le reste contient du gluten. Alors qu'un super bon pois chiche, travailler avec une jolie sauce, etc., etc. En fait, il y a l'infini des possibles au travers des ingrédients. C'est juste que quand on est un peu normé dans la tête, on dit il n'y a pas de gluten, donc il n'y a pas de pâtes, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de brioche, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas. Et moi, c'est pour ça que j'ai travaillé sur libre. Parce qu'en fait, on est libre. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sang, en fait. Alors concrètement, à partir de quand tu mets cette vision en œuvre, c'est-à-dire il y a cette maladie qui change, en tout cas qui formalise certainement les choses et qui permet d'aboutir ta vision. À partir de quand tout ça se met en œuvre et ça se met en action? À partir de 2011, je prends mon bâton de pèlerin, c'est vraiment le cas de le dire, et je pars dans le monde pour me rendre compte de la problématique ou de la réalité en fait liée à l'éviction alimentaire quand on a un problème comme le mien. Que font les gens au Brésil? Que font les gens au Japon? Que font les gens aux États-Unis? Je suis allée partout rencontrer des gens pour savoir comment on mangeait quand on avait une problématique alimentaire.
Et je me suis rendu compte, par exemple, qu'au Brésil, pour moi, c'était plus simple parce qu'ils mangeaient du tapioca, parce qu'ils faisaient des trucs avec des patates douces, parce qu'il y avait plein de choses. Au Mexique, c'était autre chose. Aux États-Unis, c'était autre chose. Enfin, je suis allée partout dans le monde pour me rendre compte, en fait, de la problématique universelle et du coup de la réponse universelle que j'avais envie d'apporter. Et c'est là qu'est née, d'abord, mon association With Love Allergen Free, qui milite justement pour le plaisir alimentaire et qui accompagne en fait les gens justement dans cette réflexion sociologique du plaisir. Et de l'autre côté, à la fin de tout ce parcours, j'ai créé ma marque Cuisine Libre, qui avait pour volonté de parler d'une cuisine inclusive, une cuisine qui n'est pas sans mais qui est libre et qui permettait d'avoir un boulevard de réponse, un boulevard de réflexion, un boulevard de recherche et développement qui allait faire créer de la formation professionnelle continue, qui allait créer des produits de grande qualité qu'on ne compare pas à d'autres avec des frustrations en disant par exemple ça c'est un pain mais c'est pas une baguette donc c'est pas bon, etc. Non, j'ai trouvé des réponses à tout pour les apporter avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de, je dirais même beaucoup de passion en fait. Et en 2015, il y a quand même aussi une association en quelque sorte. Tu rejoins ta mère à La Fenière. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette décision et concrètement, comment ça se passe à La Fenière ? Alors déjà, entre 2011 et 2015, en fait, j'ai fait du consulting et j'ai accompagné des gens avec cette conviction-là dans la création de leurs entreprises ou dans la création de projets dans leur entreprise liés au gluten. Et comme je dis, c'était pour moi des pilotes de projets qui montraient et qui mettaient à nu cette inclusion sociale par la cuisine. Donc j'ai accompagné le restaurant Noglu à Paris sur la création de ce restaurant, le premier restaurant sans gluten en France, qui était un peu comme un bistrot et qui existe d'ailleurs toujours et qui s'est beaucoup développé. Et puis j'ai accompagné Eric Kaiser, le boulanger, dans la création de sa ligne de boulangerie dite sans gluten, mais de qualité, et certifié et sécurisé dans ces magasins. Donc ça, c'était pour moi déjà important de montrer que certaines entités commerciales pouvaient tourner leur vision en créant un peu des porte-drapeaux de cette philosophie que je portais. Derrière ça, mes parents me disent à cette époque-là, écoute Nadia, nous on commence à avoir 60 ans, on va commencer à réfléchir à ce qu'on va faire. Ça fait 40 ans qu'on tient notre restaurant et on aimerait partir, voyager, avoir un peu de temps pour nous parce que ce métier nous prend énormément. Alors évidemment, derrière tout ça, j'entends peut-être qu'un jour, on va vendre notre établissement. Et j'avoue que ça m'a interpellée. Et je me suis dit, oulala, mais comment je vais faire, moi, pour reprendre cet établissement ? En plus, je ne suis même pas cuisinière. Ma vision, et puis c'est un établissement étoilé, et puis il y a des chambres, et puis il y a beaucoup de choses. Enfin bref, il y avait énormément de charges. Et j'ai décidé, après quelques semaines, de réunir ma famille et de présenter ce qu'on appelle un business plan familial. Et j'ai présenté comme dans un pitch d'entreprise ma prochaine entreprise avec la reprise de l'établissement familial, le travail qu'il fallait fournir pour travailler sur l'économie de cette entreprise et avoir une stratégie financière qui corresponde à mes ambitions. Et là, mes parents m'ont dit t'es sûr que c'est ce que tu veux faire, puisque quand même tu sors de toute ta maladie, tu as peut-être besoin d'être au calme, de faire des choses. Je dis non, au calme, c'est pas vraiment pour moi. En revanche, est-ce que vous pensez que je peux le faire ? Est-ce que ça vous plairait ou est-ce que vraiment vous voulez vendre à quelqu'un et puis partir définitivement ? Et donc ils m'ont accepté, ils m'ont dit écoute, vas-y, tu peux commencer. Vous avez découvert aujourd'hui le parcours de Nadia avant l'Auberge de La Fenière et avant le projet Cuisine Libre. Dans 15 jours, Nadia nous racontera comment elle a réussi à s'émanciper de l'héritage familial pour créer son propre univers gastronomique. Si vous avez aimé cet épisode des Exceptionnels, dites-le nous en nous laissant un commentaire et des étoiles sur vos applis de podcast. Et on se retrouve dans 15 jours pour la suite de l'histoire. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie.